Voilà, madame, messieurs, bonjour, c'est parti pour ce nouveau numéro de Face à l'actualité. C'est avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans ce énième numéro de cette émission. Vous le savez peut-être que la République démocratique du Congo et le Rwanda ont convenu d'un accord de cessez-le-feu qui entrera en vigueur à partir du 4 août 2024 à minuit. Est-ce que cet accord de cessez-le-feu tiendra-t-il? Et surtout, vous le savez que le Rwanda s'évertue de ne pas respecter les différents accords signés avec la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci sous la médiation de l'Angola, le président angolais João Lourenço, et nous parlerons évidemment du Génocoste, l'RDC qui refuse d'oublier ces millions de morts qui ont succombé plutôt à la désescalade ou à la crise sécuritaire qui sévit dans sa partie orientale. On en parle avec Alain Bolodjoa, il est président du parti politique Lèvons-nous et bâtissons les BAT en sigle. Alain Bolodjoa, bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les parents. Alors, Alain Bolodjoa, un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali. Je parlerai d'un énième accord pour rétablir la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi les communiqués de différentes organisations, ONU et tant d'autres, qui soutiennent cet accord. Quelle est votre réaction par rapport à cette démarche de la diplomatie congolaise? Je ne sais pas si c'est ça la diplomatie, mais je me rends compte que cette question relance beaucoup de débats à la fois. La grande question que l'on doit tous se poser, sommes-nous en guerre avec le Rwanda pour signer le cessez-le-feu? Parce que si nous ne sommes pas formellement en guerre, eh bien, cet acte vient de confirmer à la face du monde que nous sommes effectivement en guerre avec le Rwanda. Et donc, ils ont le souci de suspendre les hostilités pour donner la chance à des négociations. La deuxième question, dans le cessez-le-feu, on met en place un cadre de dialogue. C'est-à-dire qu'après l'accord de cessez-le-feu, il faudrait maintenant envisager dialoguer. On va dialoguer avec le Rwanda. Probablement que nous avons des revendications et le Rwanda également, parce que le dialogue, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. La troisième question, pourquoi le Rwanda ne fait-il la guerre? Il veut quoi? Là, ça va relancer les débats sur l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si le Rwanda veut avoir une partie de notre territoire, cela sous-entend que pour qu'il y ait cessation effectivement de la guerre, nous devons céder. Et si nous exigeons quelque chose du Rwanda, le Rwanda doit aussi accepter de céder. Heureusement pour nous, vous avez dès l'entame démontré que le parti n'a pas la culture de respecter les accords. Pour preuve, en 1998, il y a eu des pourparlers entre le gouvernement congolais de l'époque et le Rwanda. En 1999, il y a eu un accord de cessez-le-feu qui a justifié d'ailleurs la création de la MONUC. Et les partis se sont décidés de ne plus faire la guerre. Apparemment, l'État congolais était de bonne foi, bien que naïvement. Le Rwanda n'a pas su respecter les cessez-le-feu. Nous sommes allés en guerre jusqu'en 2002. Parce que déjà, il vous souviendra, en l'an 2000, du 5 au 10 juin l'an 2000, le Rwanda et l'Ouganda se sont battus chez nous à Kisangani. Il y a eu de morts. Avec la guerre de Kisangani. On connaît ce qui s'est passé. Alors que nous étions en cessez-le-feu. Oui. Nous avons déjà signé les cessez-le-feu. Il y a eu des résolutions du Conseil de sécurité, la résolution 2001 du Conseil de sécurité. Il y a eu d'autres résolutions qui ont été prises à ce niveau, mais le Rwanda continue. Justement parce que le Rwanda vise ce que nous ne pouvons pas le lui donner. Alors, pourquoi faire semblant de chercher à négocier, d'aller d'accord en accord, alors que le problème aujourd'hui, le Rwanda a fait preuve de sa mauvaise foi. Le Rwanda veut conquérir une partie de notre territoire. Ce sont des questions pour lesquelles nous devons être intransigeants. Ce sont des questions à ne pas négocier. Mais fort malheureusement, naïvement, le gouvernement congolais veut nous faire voir
que le cessez-le-feu est une bonne chose. Non. Ce qui est bon pour nous, c'est la guerre. Ce qui est bon pour nous, c'est la guerre, mais vous êtes posé tant de questions dans votre introduction. Vous êtes dit, est-ce que nous sommes réellement en guerre avec le Rwanda, s'il faut signer un cessez-le-feu? Et en troisième partie, vous avez dit, pourquoi le Rwanda nous en veut? Pourquoi le Rwanda veut de la République? Qu'est-ce qu'il veut réellement de la République démocratique du Congo? Vous le savez, vous avez cité quand même la genèse de cette histoire, une sorte de genèse partant de 1998, 19 à ce jour aujourd'hui. C'est plus de 25 ans, presque 30 ans que nous sommes dans cet état de choses, que nous faisons semblant d'être des amis, de pays frères, et pourtant ce n'est pas le cas. Alors, Alain Bolodjoa, ce que le Rwanda commet ou a commis en République démocratique du Congo, la présence de militaires rwandais sur le sol congolais, et de militaires qui ont été capturés avec des cartes, avec des tenues du Rwanda, cela ne confirme pas l'hypothèse de la guerre amorcée par le Rwanda? Bon, en tout cas, c'est qui est vrai. Moi, je sais, le Rwanda déclare verbalement que non, nous sommes en guerre avec la République démocratique du Congo, ou de simples éléments attestent que nous sommes dans cette phase-là? Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que personnellement, moi, je pense que le Rwanda est en train de nous duper. Et fort malheureusement, de notre côté, je ne sens pas cette intelligence situationnelle à même de comprendre, de cerner les enjeux, mais aussi de mettre sur pied des mécanismes de mitigation adaptés. Vous avez dit qu'il y a effectivement, on a pu trouver dans notre territoire des militaires rwandais. Ça n'a pas daté d'aujourd'hui, mais fort malheureusement, les conditions de la déclaration des guerres sont déjà remplies. Mais jamais l'État congolais n'a pris la résolution de déclarer la guerre. Parce qu'il veut être pacifique. Non, mais vous ne pouvez pas être pacifique lorsque vos droits ultimes sont en train d'être violés. Cher ami, je peux être doux, je peux être tendre, mais si vous touchez aux fruits interdits, je deviens sauvage. Ça, c'est un fait naturel. Ne pensez pas que la Suisse, qui est réputée un pays neutre, si vous touchez à son intégrité territoriale, la Suisse ne va pas se défendre. Non. Nous devons comprendre que le Rwanda veut nous faire la guerre. Alors, tellement que nous sommes aveuglés par la naïveté de ceux qui sont présentés comme des dirigeants, ils veulent nous faire voir que le Rwanda est en train de nous agresser derrière le M23. C'est ça le message qu'on nous dit. On nous dit, nous sommes agressés, le Rwanda est en train de soutenir le M23. Au lieu que nous signions l'accord de cessez-le-feu avec le M23, nous l'avons signé avec le Rwanda. C'est-à-dire que la communauté internationale doit comprendre que la signature de cet accord vient de mettre à nu la responsabilité du Rwanda parce que lui-même a reconnu qu'il nous fait la guerre parce qu'il ne peut avoir cessez-le-feu que lorsqu'il y a guerre. Le Rwanda a avoué, lorsqu'il y a débâcle entre les deux États, le Rwanda a avoué qu'il nous fait la guerre. Mais le Rwanda passe par le truchement du M23. Alors, la deuxième des choses, le Rwanda doit instruire le M23 à arrêter, parce que ce n'est pas formellement le Rwanda qui est en situation de feu ou de guerre avec nous, c'est le M23. Le Rwanda va instruire le M23 à cesser le feu. Ce qui veut dire que le Rwanda avoue qu'effectivement, c'est l'armée rwandaise qui se bat contre nous. Si nous sommes effectivement en guerre parce que tout le monde a avoué, mais nous n'avons jamais attaqué le Rwanda. Nous pouvons aussi attaquer le Rwanda. Parce que si le Rwanda nous attaque et que nous attaquons le Rwanda, en ce moment-là, nous sommes dans une guerre classique. Or, chez nous, le Rwanda nous attaque, nous refusons d'attaquer le Rwanda sous prétexte que le Rwanda ne nous a pas attaqué formellement. Pourquoi n'attaquons-nous pas le Rwanda? Attaquons-le. Si nous attaquons le Rwanda... Quand vous dites attaquons-le, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais faut attaquer le Rwanda. Vous voulez dire quoi? Concrètement, pour que la guerre soit équilibrée, le Rwanda nous attaque, vous l'avez dit, tout le monde le dit, le Rwanda nous attaque, attaquons aussi le Rwanda. En ce moment-là, on change les rapports de force. Parce que ce qui est vrai, la population rwandaise est en liesse. Est-ce que, Alain Bolodjoa, vous doutez de
je dirais, du processus ou des procédures diplomatiques engagées par l'État congolais? Non, l'État... L'hypothèse que vous proposez, l'État peut-être se réserve parce qu'il y a déjà de voies diplomatiques engagées au niveau de l'État vis-à-vis des partenaires internationaux et il se dit on doit d'abord achever ce procédure diplomatique avant de s'engager dans autre chose. Non, mais si vous appelez ça diplomatie, moi je considère ça comme de la naïveté. Parce que c'est clair. En nous faisant la guerre, le Rwanda n'a pas suspendu toute éventualité de parlementer avec le Congo. Le Rwanda nous fait la guerre. Je crois que cette thèse est plausible. Le Rwanda nous fait la guerre. Nous, nous protégeons contre les attaques du Rwanda, mais nous ne faisons pas la guerre au Rwanda, sous prétexte parce que nous voulons promouvoir la diplomatie. Mais si nous aussi nous faisons la guerre au Rwanda, c'est-à-dire que la population rwandaise sent aussi les affres de la guerre. En ce moment-là, les deux peuples vont exiger la paix. Parce qu'aujourd'hui, le peuple rwandais n'a pas de raison de revendiquer la paix parce qu'il n'est pas en guerre. C'est notre peuple, par contre, qui est en guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Le Rwanda se met en position de force. Nous, nous sommes en position de faiblesse. Nous allons négocier quoi? Le Rwanda va nous dire, reconnaissez la nationalité au Banyamulenge, nationalité congolaise d'origine. Reconnaissez notre droit d'exploitation de vos sols. Mais nous, nous allons demander quoi au Rwanda? Parce qu'apparemment, on n'en vit rien du Rwanda. Nous n'avons aucune ambition sur le Rwanda. Mais le Rwanda a une ambition sur nous. Et on nous dit, allez négocier. Mais si nous négocions, même si nous cédons 1% de leurs revendications, c'est le Rwanda qui gagne. Mais nous, nous allons gagner quoi? On nous dit, si vous voulez la paix, négociez. Mais eux veulent quoi? Rien du tout, à part nos richesses. Donc, nous devons avoir cet état d'esprit. C'est-à-dire que la meilleure manière de négocier, lorsqu'il y a les affres de la guerre de deux côtés, en cherchant à recouvrer la paix, les deux peuples exigent la paix. Mais chez nous, il n'y a que nous qui avons besoin de la paix. Mais eux ont besoin de notre territoire. Si nous cédons, nous perdons. Ça serait une paix factice. Parce que vous devez le savoir. Même si vous signez vos accords aujourd'hui, demain, lorsque moi j'accéderai au pouvoir, je ferai la guerre. Mais Alain Bolodoa, donc vous n'avez rien résolu. La position de cet accord n'a pas, vous l'avez quand même soulevé quelque part, mise à nu l'hypocrisie du régime sanguinaire de Kagame. Non, Kagame n'est pas hypocrite. Non. Kagame est sincère, c'est nous qui sommes hypocrites. Lorsque vous suivez Kagame dans les médias internationaux, il vous dira que ce qui se passe à l'Est, c'est l'affaire entre le groupe armé congolais. Oui, il nie toute responsabilité. Mais comment la personne qui nie, ou cet État qui nie toute responsabilité, parvient aujourd'hui à signer un cessez-le-feu? Non, mais il n'est pas hypocrite. Avec le pays agressé. Non, il n'est pas hypocrite. Les hypocrites sont ceux qui veulent une chose et son contraire. Kagame est suffisamment clair. Kagame veut aider ce que lui considère comme le rwandophone à recouvrer une partie de notre territoire. Parce qu'il considère que ça leur appartenait du fait de l'histoire. Or, nous voulons dire à ceux qui veulent nous écouter, ce n'est pas nous qui avons créé l'État, c'est la communauté internationale. Ce qui est différent du Rwanda. Le Rwanda a été créé par un pays. Mais nous avons été créés par la communauté internationale. C'est-à-dire que personne ne peut nous contester les 2 345 409 km². Ce n'est pas nous qui avons créé. Qui a créé le Rwanda? C'est l'Allemagne. Qui a créé le Congo? C'est la communauté occidentale. Ce n'est pas nous. Il y avait les États-Unis, il y avait le Canada, la Grande-Bretagne, l'Italie, à l'époque Norvège, Hongrie, il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait l'URSS de l'époque. Bref, il y avait 14 pays. Il y avait la Belgique, il y avait la France, tous ces pays-là. 14. C'est-à-dire que l'acte créant l'État congolais a été d'abord validé au niveau international à ce niveau-là, et nous l'avons hérité en 1960. Alors que le Rwanda a été créé avant nous, avant 1885, et la communauté internationale n'a pris que acte. Ce qui veut dire que nous sommes bien positionnés sur le plan international parce que nous sommes des sujets du droit international par la volonté de la communauté internationale. Donc, le Rwanda qui veut avoir notre territoire nous pousse à nous
d'accepter de changer l'acte créant l'État congolais. Nous devons nous ressaisir. Parce que la manière dont nous faisons les choses, ça donne l'impression comme si nous sommes des naïfs. Ne donnons pas l'impression comme si le Rwanda, c'est une superpuissance. Non. Le Rwanda n'a jamais dit aux Congolais qu'il ne veut pas nous faire la guerre. Aujourd'hui, il est mis à nu. C'est presque toutes les organisations citent le Rwanda comme pays, je dirais, agresseur de la République démocratique. Voilà pourquoi je vous dis, il faut faire attention. Parce que on veut nous amener dans les sensationnels. Je vous ai cité la résolution 2001. Kagame est suffisamment clair. Kagame veut aider ce que lui considère comme le rwandophone à recouvrer une partie de notre territoire. Parce qu'il considère que ça leur appartenait du fait de l'histoire. Or, nous voulons dire à ceux qui veulent nous écouter, ce n'est pas nous qui avons créé l'État, c'est la communauté internationale. Ce qui est différent du Rwanda. Le Rwanda a été créé par un pays. Mais nous avons été créés par la communauté internationale. C'est-à-dire que personne ne peut nous contester les 2 345 409 km². Ce n'est pas nous qui avons créé. Qui a créé le Rwanda? C'est l'Allemagne. Qui a créé le Congo? C'est la communauté occidentale. Ce n'est pas nous. Il y avait les États-Unis, il y avait le Canada, la Grande-Bretagne, l'Italie, à l'époque Norvège et Hongrie, il y avait la France, il y avait la Belgique, il y avait l'URSS de l'époque. Bref, il y avait 14 pays. Il y avait la Belgique, il y avait la France, tous ces pays-là. 14. C'est-à-dire que l'acte créant l'État congolais a été d'abord validé au niveau international à ce niveau-là, et nous l'avons hérité en 1960. Alors que le Rwanda a été créé avant nous, avant 1885, et la communauté internationale n'a pris que acte. Ce qui veut dire que nous sommes bien positionnés sur le plan international parce que nous sommes des sujets de droit international par la volonté de la communauté internationale. Donc, le Rwanda qui veut avoir notre territoire nous pousse à nous d'accepter de changer l'acte créant l'État congolais. Nous devons nous ressaisir parce que la manière dont nous faisons les choses, ça donne l'impression comme si nous sommes des naïfs. Ne donnons pas l'impression comme si le Rwanda c'est une superpuissance. Non. Le Rwanda n'a jamais dit aux Congolais qu'il ne veut pas nous faire la guerre. Aujourd'hui, il est mis à nu. C'est presque toutes les organisations citent le Rwanda comme pays, je dirais, agresseur de la République démocratique. Voilà pourquoi je vous dis, il faut faire attention. Parce que on veut nous amener dans les sensationnels. Je vous ai cité la résolution 2001 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a demandé au Rwanda et à l'Ouganda de quitter la zone Kisangani, de démilitariser la zone de Kisangani. La communauté internationale savait déjà que le Rwanda était là. La communauté internationale savait que le Rwanda était là de 1996 à ce jour. Tout le monde le sait. La résolution de l'accord d'Addis Abeba, l'accord cadre d'Addis Abeba, savait que le Rwanda était chez nous. Vous avez la résolution 2098 et la résolution 2211. Il y a autant, je crois, plus de 67 résolutions du Conseil de sécurité. Ils savent que le Rwanda était là. Pour preuve, lorsqu'on avait jugé à la CIJ l'Ouganda, le jugement de 2005, condamnant l'Ouganda, des indemnités. Alors, dans ces jugements, qu'est-ce qui a été dit? On a condamné l'Ouganda le fait de s'être battu avec le Rwanda sur le sol congolais. Ça dit, tout le monde sait que le Rwanda est neutre. Non, ce n'est pas, pas neutre. C'est notre sol à nous. Neutre par rapport aux deux États. Non, par rapport aux deux États. Ils se sont retrouvés chez nous. Ceux qui se combattaient, c'est ça. Non, mais effectivement, ils se sont retrouvés chez nous. La communauté internationale sait pertinemment bien que le Rwanda est là. Mais ce qui est vrai, la communauté internationale est assise sur base d'un principe sacro-saint, l'hypocrisie. C'est la communauté internationale. Alors, en parlant de la communauté internationale, Alain Bolodjoa, vous êtes parti du fait
de la création de l'État congolais, reconnu aujourd'hui comme pays souverain, mais quelle doit être ou quelle est la responsabilité de la communauté internationale sur ce qui se passe aujourd'hui dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Nous sommes sujets du droit international et c'est fait membre de la communauté internationale. Nous avons droit à la solidarité. Voyez-vous? Nous avons droit à la solidarité. N'oubliez pas qu'au nom de la solidarité, nous avons fait la Deuxième Guerre mondiale. Au nom de la solidarité, nous avons accepté le Rwandais qui fuyait la guerre en 1994 chez nous. C'est au nom de l'humanité que nous avons reçu les ponts humanitaires créés en 1994. Quand on a créé un couloir, on les a acceptés, bien que contre notre volonté. On nous a mis dos au mur en nous disant que nous devions être solidaires vis-à-vis de nos voisins qui sont le Rwanda. Mais en réalité, la question ou le question soulevé par Kagame ne doit pas être résolu par nous. Un, ce n'est pas nous qui avons créé l'État. Ce n'est pas nous qui avons créé la configuration de l'État. Deux, ce n'est pas nous qui étions à la base de la crise de 1994. Et trois, ce n'est pas nous qui attaquons le Rwanda. Alors, comme nous sommes sujets du droit international, on devait sentir l'accompagnement de la communauté internationale. Attention, nous définissons mal cette communauté internationale. Parce qu'avec l'évolution, la communauté internationale ne se limite pas seulement aux États. Il y a les multinationales. Il y a des organisations internationales qui font partie de la communauté internationale. Je prends l'exemple, le Croix-Rouge ou la Croix-Rouge est membre de la communauté internationale, mais ce n'est pas un État. Vous prenez le multinational, font partie de la communauté internationale qui ne sont pas des États. Et donc, dans cette configuration, il y a des centres d'intérêt. Pour que nous sortions de la crise, nous devons développer une intelligence situationnelle. C'est-à-dire que nous devons comprendre ce qui se trame derrière ce que les administrations disent. Parce que si vous prenez en termes d'intérêt, il y a des multinationales qui bénéficient de la situation de la crise. Mais Alain Bolodjoa, cette communauté internationale peut peser de tout son poids pour aujourd'hui éteindre le feu qui se passe sur la partie orientale de la RDC. Non, mais le problème c'est que... Lorsque vous avez cité le principe de la solidarité, non, mais effectivement, donc, elle peut aussi peser de tout son poids. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons d'abord redéfinir ce que nous entendons par communauté internationale. Parce que ce qui est vrai, ce qui oriente les actions, ce sont les intérêts internationaux. Dans ces intérêts internationaux, il y a un obstacle, l'opinion internationale. L'opinion internationale a tendance à orienter les actions. Et donc, nous devons savoir que ce que disent les administrations des États n'est pas ça la position de la communauté internationale. La communauté internationale n'est justement qu'une juxtaposition d'intérêts. Ce que nous devons faire, on doit savoir comment négocier avec les multinationales et comment négocier avec les États. Généralement, nous avons tendance à aller vers les États pour faire pression dans un cadre multilatéral ou bilatéral, en donnant l'impression de négliger la puissance des multinationales qui influent même sur le choix des décideurs politiques. Aujourd'hui, tout ce qui s'est fait dans notre pays se résume à deux éléments. La crise ou le déséquilibre climatique que nous avons, mais aussi la quête ou la guerre de puissance. Tout ce que nous voyons là, ce sont ces deux éléments. Comme nous voulons migrer vers des sources propres d'énergie, la transition énergétique, ils veulent conserver la forêt, cela donne lieu au tourisme avec tout ce que nous avons comme réserve faunique et floristique. Et de l'autre côté, ils ont besoin de nos matières pour les transformer afin de gagner le futur marché ou le marché actuel, le marché qui est basé essentiellement sur la transition énergétique. Ce sont là les deux guerres au niveau de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rwanda, comprenant les enjeux, le Rwanda se livre, s'offre comme un bras séculier pour permettre non seulement à ses puissances de gagner du terrain par rapport à la conquête de sous-sol, de sol et de l'espace vert, et en même temps garantir ses propres intérêts. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de juxtaposition d'intérêts entre la démarche internationale sur le plan socio-économique, les géostratégiques, et de l'autre côté, il y a les ambitions personnelles du Rwanda
de visée expansionniste du Rwanda, et lui, le Rwanda, offre ses services à ses centres d'intérêt. Alors, si nous voulons déjouer, il faut déstabiliser le Rwanda. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi les gens ne viennent pas négocier avec nous? Parce que nous sommes dans une situation d'insécurité. Je ne pense pas que si le Rwanda aujourd'hui devenait en guerre... Le Rwanda est allé s'offrir auprès de cette communauté internationale, non, mais effectivement, pour vendre son image. non seulement vendre son image, il vend ses services. C'est le Rwanda qui sert de... Quel est ce service que le Rwanda offrirait ou vendrait à cette communauté internationale que la RDC ne le ferait pas? Non, le problème c'est que nous ne sommes pas assez disciplinés. Parce qu'en termes de potentialité, je vous dirais que nous sommes peut-être mieux placés. Non, mais vous avez les potentialités. Oui. Mais le Rwanda a la capacité de leur vendre ces potentialités. Vous ne vendez pas. On ne vend rien. Je prends juste un cas. Vous savez que la stratégie du Rwanda a commencé d'abord par la balkanisation économique. Je peux défier quiconque. Qui peut me dire l'essentiel de produits qui sont consommés dans la partie Est provient des caisses d'industrie manufacturière du Congo? Nous avons la proximité. Attention, nous avons... Non, ce n'est pas seulement question de proximité. Mais Alain Bolodja, c'est toute une stratégie. C'est une stratégie, la proximité. Vous observerez dans la plupart de pays frontières au Rwanda, l'Ouganda et tant d'autres, vous verrez, ce sont des échanges. Non, vous mais allez, par exemple, dans le Haut-Katanga, ces Zambie et ceux qui sont là-bas, ils s'échangent de biens. Non, mais voilà pourquoi je vous dis, la balkanisation économique a précédé cette balkanisation tant souhaitée, parce qu'ils ont été méthodiques. Je vous prends juste un cas. Pour quitter Kisangani et arriver à Bunia, 750 km, la route est en mauvais état. À une certaine époque, à Bunia, on vendait plus le produit Bras-Congo, le produit Bras-Lima. Aujourd'hui, ces produits-là sont substitués par le produit venant du Kenya et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que justement, les routes sont en mauvais état, il y a un coût supplémentaire, les boissons congolaises coûtent cher par rapport à ceux qui viennent d'ailleurs. Mais si nous avons mis en place une stratégie économique adaptée, on allait inonder nos marchés et influencer à juste titre les autres marchés. Le fait seulement que nous n'avons pas su investir dans nos infrastructures, dans nos unités de production, et bien les produits importés ont imposé leur dictature, se sont imposés sur nous, et naturellement, ça crée une dépendance. C'était toute une stratégie. On tue notre administration, on tue notre armée, on tue la classe politique. Aujourd'hui, toute la classe politique est devenue polluée et naturellement, ça crée la corruption. Or, plus nous sommes fragilisés en interne, ça profite au Rwanda. Et le Rwanda dit, voilà, les Congolais sont des indisciplinés. Moi, j'ai la possibilité de faire sortir les libérés. Je crée des groupes armés, financez-moi, on va exploiter et au finish, je vais vous vendre à vil prix ce que vous devez acheter. Et comme ce sont des multinationales dont l'essentiel de leur visée, c'est justement maximiser leur profitabilité, ils trouvent des intérêts derrière le Rwanda que nous pouvons leur offrir. En parlant de groupes armés, création de milices au sein du pays, il y a également le concours de ce patriotes qui font ce personnes. Ce ne sont pas des patriotes parce que le fait de rejoindre par exemple un mouvement terroriste ou rebelle, il y a certains dénis quand même de cet adjectif patriotique. Le fils du pays qui ont concouru à ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui. On a connu le brassage, on a connu de généraux étrangers, des officiers supérieurs qui étaient pourtant de nationalité autre que congolaise. Vous ne voyez pas, tout cela aujourd'hui repose sur la responsabilité de l'homme politique congolais. Non, mais bien évidemment. Bien évidemment, oui, peut-être par solidarité. Moi, je ne veux pas prendre les armes pour combattre les Congolais. Mais ce qui est vrai, tout ça résulte de l'absence d'une politique cohérente. Vous savez, dans le monde entier, même si vous consultez les livres sacrés comme la Bible et les autres, les guerres se créent sur fond de frustrations internes. Si vous voulez éviter à ce que nous tombions dans les crises, dans des guerres, combattez premièrement les crises internes. Pourquoi avons-nous connu des guerres en 1960? Frustration. 61, frustration. 65, frustration.
90 frustrations, 80. Chaque fois que nous avons des guerres... Ce sont les mêmes puissances occidentales qui sont derrière tout ce qui se sont passés. Non, mais je vous dis, les puissances occidentales... et tant d'autres. Les puissances occidentales vivent effectivement grâce aux crises, parce que lorsqu'il y a déstabilisation chez vous, ça crée un marché chez eux. Ils alimentent la crise. Non, mais effectivement, parce qu'il y a quand même des sémences. Essayez de vous imaginer. M. Félix Séké accède au pouvoir. Là, à ces moments-là, il n'y avait pas le M23. Il a préféré tourner le dos à la classe politique congolaise et aller signer des accords avec le Rwanda. C'est lui qui a jeté la sémence. Non, mais... C'est lui qui a jeté la sémence. Lorsque vous dites qu'il n'y avait pas le M23, donc vous êtes de ceux qui pensent que ce groupe rebelle aurait été de fait? Non, mais bien évidemment, tout le monde le sait. Non, sauf les naïfs, tout le monde le savent et tout le monde le sait. De fait, diplomatiquement, militairement ou comment? Les deux. Les deux. Mais comment ils peuvent résurgir aujourd'hui? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit... Mais c'est ça. Si est seulement si que le M23 avait été de fait ou aurait été de fait, excusez-moi de temps utilisé peut-être dans cette question, mais pourquoi aujourd'hui ce mouvement ressurgir aujourd'hui? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit, le fait seulement que les gens ne savent pas lire les signes du temps ou expliquer certains faits politiques, ils vont s'embourber dans le bêtise. Pourquoi je l'ai dit? De faire une organisation n'est pas à confondre à éliminer physiquement les personnes qui constituent l'organisation. Je vous prends juste un cas. LAC, ça existe ou ça n'existe pas? La compagnie LAC. La compagnie LAC a existé. Aujourd'hui, la compagnie LAC n'existe plus. Mais vous pouvez trouver les traces de la compagnie LAC et les personnels qui ont eu à y travailler. Oui. Si vous voulez la redynamiser, vous partirez de cendres de LAC. C'est la même chose avec le... Il faut qu'il ait un élément déclencheur pour... Non, mais effectivement, je vais vous le démontrer. Je vais vous le démontrer. Parce que quand vous prenez la compagnie LAC, il y a des traces, mais LAC n'existe plus. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traces de LAC. Il n'y a pas de personnel de LAC. On peut les retrouver. Si vous le constituez ensemble, vous dites, voilà, nous voulons rétablir LAC, vous allez prendre l'ancien DG, il est encore vivant, vous allez prendre les agents, les hôtesses et ainsi de suite, vous les mettez ensemble, vous leur donnez le moyen, LAC ressurgit. Cela ne veut pas dire que LAC n'existait plus. LAC n'existait plus. C'est la même chose avec le M23. Le M23 n'était plus opérationnel. Dites-moi, de 2014 à 2019, ils ont agi où? Le M23... Quelles sont les concessions qui auraient été faites en 2019? Non, parlez-nous. Quelles sont ces concessions qui auraient été faites pour que ce mouvement soit de fait? Non, ils ont été défaits militairement. Ça a été cristallisé diplomatiquement. Ils ont été défaits militairement. Sur base, moyennant, sur base? Mais moyennant, rien du tout. Il n'y a pas eu d'accord entre l'État congolais et le M23. Vous en êtes sûr? Mais bien sûr. Le seul accord qu'eux brandissent, c'est l'accord de 2009. Là, ce n'était pas le M23, c'était le CNDP. Ce n'est pas la même chose. Vous n'allez pas nous dire... s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui. Qui a une idée sur l'accord signé entre le gouvernement et le M23? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis là. Démontrez-moi le contraire. Mais attention. Attention, je vais vous démontrer la résurgence du M23. En 2019, au mois de février, Félix Séké les a invités ici. Ils ont eu à parlementer avec Félix Séké et ces gens. Je cite ici Claude Balanke. Il était là. Bissélé Le Bifort. L'ex-ambassadeur itinérant. François Béa. François Mwamba. Un certain Gerve Kabang ou quelque chose comme ça. Ils ont eu à parlementer avec le M23. Ils sont arrivés ici avec Gilbert Kankonde et les autres. Ils ont eu à travailler avec eux. Au mois d'avril, M. Félix Séké a pris une ordonnance graciant le membre du M23 qui était en prison. En ce moment, il n'était pas... Alain Bolodjoa, ils ont été libérés. On reviendra sur ça. En 2019, au mois d'avril. Nous courons derrière le temps. C'est lui qui a fait Alain Bolodjoa, si et c'est bon si qu'il était, il s'engageait peut-être dans ces démarches-là, mais il n'aurait pas sillonné de pays, des tribunes pour dénoncer peut-être... Dénoncer quoi? En 2019, c'est qui a dénoncé les atrocités qui se passent dans la partie est du pays. Non. Alain Bolodjoa, vous parlez de l'hypocrisie et vous pensez, vous croyez que Félix Séké est sincère? compter sur cet accord
de cessez-le-feu signé? Non. Qui entre en vigueur? Non, c'est un accord naïvement signé. Je ne pense pas qu'un pays sérieux peut signer un accord de cessez-le-feu alors que son espace est occupé par les étrangers. Non, mais c'est ridicule. Mais c'est quoi? C'est pour arriver à aboutir à la désescalade. Non, désescalade. Lorsqu'on signe, c'est quoi? C'est pour aboutir à la désescalade. Non, cher ami. Qu'il y ait retrait, qu'il y ait tout. Non, retrait de quoi? Ce n'est pas la première fois. Des troupes étrangères sur le sol. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Alain Bolodja, Génocoste. Désormais, chaque 2 août, on va rendre hommage à nos millions des démons, des victimes de l'Est. On fait quoi? On fait quoi? Non, dites-moi, vous voulez commémorer une date et vous ne donnez même pas du contenu dans ce que vous faites. En faisant quoi? Vous allez organiser encore des concerts? Vous ne connaissez pas le contenu. Dites à la population que vous ne maîtrisez pas les contenus, peut-être Génocoste. Non, le Génocoste, ça veut dire quoi? Non, dites à la population. Non, je vais dire quoi? Moi, Alain Bolodja, personnellement, je ne maîtrise pas. Non, mais attendez, si moi je ne maîtrise pas... Vous n'êtes pas informé sur ce? Non, si moi je ne maîtrise pas... Non, mais Alain Bolodja, dites seulement, soyez sincère pour dire que je ne suis pas informé. Non, mais attendez. Sur ça. Non, attendez. Si moi je n'ai pas d'informations sur ça, pensez-vous que tous les Congolais ont une idée sur ce qui est organisé? Est-ce que tous les Congolais doivent épouser peut-être ce que vous ignorez? Non, je ne pense pas. Non, mais si moi j'ignore... Chacun s'informe. Si moi j'ignore, cela veut dire que c'est catastrophique pour les autres. Parce que ce qui est vrai, on va commencer à commémorer une date. Mais nous n'avons pas la culture de la commémoration de fait pour lequel nous voulons organiser cette date. Parce que quand je dis qu'il y a eu des massacres dans mon pays, la moindre chose, nous devons avoir l'état d'esprit de ceux qui vont commémorer. Parce que si vous allez par exemple au Rwanda, fort malheureusement, c'est l'exemple. Vous n'avez pas cet état d'esprit. Fort malheureusement, mais si on avait cet état d'esprit, on n'allait pas encourager les détournements, on n'allait pas laisser les militaires dans des conditions de précarité, on n'allait pas organiser des concerts pendant qu'on prend des espaces. Alain Bolodja, notre pays, notre programmation militaire qui va peut-être reprendre toute. Non, je vous informe alors. Mais c'est un futur proche. Non, mais attendez, je vous informe. La programmation, c'est mon domaine de prédilection. La loi de programmation court de 2022 à 2024. Ça dit ça prend fin cette année. Il y a encore 5 mois. Non, mais attendez. La loi, non, c'est même pas 5 mois. Est-ce que nous sommes en 2025? Non. Non, voilà pourquoi je vous dis. Est-ce que nous sommes s'il vous plaît, une loi de programmation, c'est quoi? On parle de la programmation. En réalité, on devait décaisser plus de 480 millions pendant 3 ans, chaque année, pendant les 3 ans, pour financer la logistique et la réforme de l'armée. Je tiens à vous dire aujourd'hui, l'argent a été décaissé en 2023, 2024, et fort malheureusement, on n'a pas senti les effets. On ne gère pas un pays par la programmation. Vous savez, les circonstances, toutes les circonstances. Vous voulez encore justifier. Avec la formation du gouvernement. Mais c'est vous les politiques. Non, mais la formation du gouvernement, ça n'a aucun incident là. Avec la nouvelle première ministre. Non, mais alors, ça veut dire quoi? Vous parlez de la loi de programmation, vous parlez du premier ministre. Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Elle est censée assurer la continuité. Non, mais la continuité de quoi? Lorsque vous faites la programmation, conclue avant qu'elle le soit. Non, lorsque vous faites la programmation sectorielle, ce sont le chef du secteur qui applique. C'est déjà une programmation. Sous la coordination. Non, mais la coordination, pas la coordination opérationnelle, la coordination stratégique. Alors, vous comprenez que le pays est sous-géré, les gens veulent faire du sensationnel, alors que pendant ces temps, il y a des gens qui meurent. Je me pose la question, si nous avons vraiment l'état d'esprit de commémorer nos morts, en réalité, on devait éviter de faire des dépenses de luxe. On devait nous focaliser sur l'armée, parce que ce que nous commémorons aujourd'hui, ça continue. On tue des gens chez nous, mais je sens
Il n'y a pas de sérieux. Alain Boulodjoa suivait régulièrement les interpellations du gouvernement par rapport à cela. On a ils ne sont même pas sérieux. Lors de la formation des membres du gouvernement qui a rappelé les ministres que c'est pas. Et vous pensez que le prestige, c'est on remplit. Elle a dépensé combien pour les séminaires? Alain Boulodjoa, je vous remercie d'être passé dans cette émission. C'est à moi de vous remercier. Sinon, on risque d'élargir encore le format de l'émission. Non, il n'y a pas de problème. Je prends note. On espère bien vous retrouver peut-être prochainement pour aborder la question liée à la corruption, comme vous l'en voulez bien. Mais la corruption, c'est la seconde identité de ceux qui sont au pouvoir. Je pense qu'on doit ajouter dans leur nom un élément du nom corruption. Félix Tshisekedi, vous ajoutez, Toulouka vous ajoutez. Et c'est quand même décevant parce que là où on commémore le mort, on protège les finances publiques. On finance l'armée. Voilà. Je vous remercie. Ce sont les derniers propos d'Alain Boulodjoa, président du parti politique Les Battes. Alors, c'est une opinion. Cela n'engage que Alain Boulodjoa, qui a peut-être sa manière de voir le show. C'est par ici que nous bouclons cette émission. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir plutôt Alain Boulodjoa. Je vous remercie d'être passé. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'en est fini pour cette émission. On se retrouve prochainement dans un autre numéro et pourquoi pas avec un autre invité pour d'autres sujets.